Bonsoir inconditionnel du Journal des Sports. Bonsoir à vous également si vous nous rejoignez pour la première fois. Voici le menu de notre soirée. Première victoire de l'année des éléphants de Côte d'Ivoire. Belle prestation de nos pachydermes qui continuent de faire des réglages. Mention spéciale à Pépé Nicolas. Gala international de l'art martial mixte à Abidjan. Le 30 mars prochain, les premiers combattants professionnels sont déjà sur les bords de la lagune ébriée. La fête promet. Yves Lampard, grand vainqueur de la 73e édition de la semi-classique flandrienne à travers les Flandres. Il réédite l'exploit sur le même circuit de 180,1 km après son succès en 2017. Notre plateau, il est sécurisé ce soir puisque nous recevons aujourd'hui un grand maître ceinture noire, 9e dan de karaté. Il est sur notre plateau, maître Sanogo Souleymane. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout l'honneur est pour nous. Merci. Considéré comme le père fondateur du karaté en Côte d'Ivoire, maître Sanogo Souleymane est ceinture noire, comme on l'a dit tout à l'heure, 9e dan. Le travail qu'il a abattu, son amour pour le karaté nous a conduit à réaliser le dossier que vous allez suivre maintenant pour mieux connaître ce grand homme. Le reportage est de Véronique Conan, commentaire Samuel Meitch. Né le 7 août 1942 à Bouaké, c'est en 1962 que maître Sanogo Souleymane fait la connaissance de maître Lécho, vietnamien d'origine française, initiateur du karaté Shotokan en Côte d'Ivoire. Il en devient le premier élève. Maître Sanogo Souleymane devient 2 ans plus tard le premier responsable du karaté Shotokan en Côte d'Ivoire. La naissance d'autres styles de karaté ne l'empêche pas de s'imposer comme la cheville ouvrière du karaté en Côte d'Ivoire. Toutes les premières ceintures noires au taekwondo, quand Maître Kim est arrivé, 4 mois seulement après, ils sont tous partis du Shotokan Club d'Abidjan. Certains de mes élèves qui étaient partis au taekwondo, qui ont été gradés avant moi, qui étaient ceinture noire avant moi, ils m'ont toujours considéré comme étant leur maître. C'est à travers moi que le karaté est entré à l'école de gendarmerie. Mais je n'ai pas eu la chance, ma foi, de me voir confier la formation des gendarmes à l'époque. On a préféré le maître Kim. Mais cela n'a pas empêché le Shotokan à s'étendre sur toute l'étendue du territoire. Formateur et précurseur, c'est en 1971 qu'il obtient sa ceinture noire première dan. Il a plusieurs élèves à son école et forme beaucoup de champions. C'était l'idole à l'époque. Moi, j'ai essayé avec lui, mais je n'ai pas pu parce que j'avais le rhumatisme. Donc, faire ces mouvements-là, je ne pouvais pas le faire. Mais partout où il allait, on le suivait. On a tout à gagner en venant vers lui pour venir prendre des conseils et apprendre à pratiquer le karaté. Moi, j'ai commencé à l'époque en 1975 et puis j'ai arrêté. Mais à cause de ma maladie, j'ai mal aux pieds, donc je ne pratique pas le karaté. Ceinture noire, 9e dan, maître Sanogo Souleymane a connu plusieurs distinctions. Il a obtenu la médaille du mérite ivoirien en 2012 et a été fait commandeur de l'ordre du mérite ivoirien en 2016 par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Vous savez qu'avant, le karaté n'était pas considéré comme un sport. Dans les journaux, quand on voulait parler de karaté, on mettait toujours dans le côté art. On ne mettait pas ça dans le côté sport. Donc c'est dans le domaine artistique, certainement, que j'ai été élevé à ce grade-là. Élèves, protégés, disciples, bref, tous ceux qui sont passés sous la coupe de maître Sanogo Souleymane parlent de l'homme avec respect et fierté. Maître Sanogo, c'est mon mentor, c'est mon père. Et il a fait de moi ce que je suis. Et tout ce que je connais au karaté, tout ce que je suis au karaté, c'est grâce à lui. Il représente l'esprit du karaté Shotokan en Côte d'Ivoire. Et même à partir de lui, les autres disciplines. Quelqu'un qui a commencé le karaté en Côte d'Ivoire bien avant ma naissance, c'est tout un symbole. Le karaté aujourd'hui se résume à Maître Sanogo, les arts martiaux, disons, en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que avant, on se donnait rendez-vous tous les vendredis dans son club. Et il y avait des gens du Wado Ryu qui venaient
des gens du taekwondo qui venaient. Et puis, bon, on s'entraînait tous ensemble. C'était lui qui était le guide, c'était lui qui était au devant, c'était lui qui avait la connaissance et c'était lui qui nous donnait l'enseignement. À la retraite professionnelle depuis 2000, Maître Sanogo Souleymane continue de consacrer son temps au karaté, mettant son expérience au service des arts martiaux. Si en Côte d'Ivoire, il y avait le tiers de la population simplement pratiquait les arts martiaux, notre pays aurait été un pays discipliné. Et c'est pour cela que c'est bien de pratiquer le karaté, c'est bien de pratiquer les arts martiaux en général, surtout le karaté. Voilà, un dossier très émouvant, un dossier signé Véronique Conan. Maître, on va dire tout de suite, hein, tout ce qu'on a envie de dire après ce qu'on a vu, c'est merci pour tout ce que vous faites pour les karatékas ivoiriens. On voit le grand respect qu'ils vous accordent. Alors, Maître, dites-nous, en tant que précurseur du karaté en Côte d'Ivoire, comment vous voyez l'évolution de cette discipline-là dans notre pays? Depuis le début, depuis que vous avez commencé jusqu'à maintenant. Ouais, c'est toute une vie. C'est une vie, 56 ans de pratique. Ça a été vraiment fantastique dans ma vie. Aujourd'hui, le karaté, à tous les niveaux, est sorti de cette formation-là. Depuis 1962, donc, quand j'ai pris la décision d'enseigner le karaté, je n'ai plus arrêté jusque-là. Nous sommes partis de Boaké en 1962, à Abidjan ici en 1964. Il faut vous dire que le karaté a connu la Côte d'Ivoire depuis Boaké d'abord. D'accord. En 1962. C'est en 1964 que nous sommes venus ici à Abidjan. Et en 1966, quand Maître Lé, comme le document vient de le dire, Oui. a quitté définitivement la Côte d'Ivoire pour Lima, alors depuis cette date-là, depuis cette année-là, j'ai pris la responsabilité de gérer le karaté Shotokan. Et aujourd'hui, vous êtes satisfait de l'évolution de cette discipline? Entièrement satisfait, dans la mesure où toutes les autres disciplines, comme le reportage l'a dit, sont parties du karaté Shotokan. D'accord. Alors, souvent, on parle au karaté de problèmes de grades. Certaines personnes se plaignent qu'il y a des grades qui sont donnés un peu par complaisance, ce qui n'est pas le cas au judo ou au taekwondo. Est-ce que vous êtes au courant de ce fait déjà? Si oui, qu'est-ce que vous préconisez pour mettre les choses en ordre? Je suis au courant de ce fait, mais ce problème doit être réglé par la Fédération de karaté. C'est la Fédération ivoirienne de karaté qui doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de cette situation. Vous savez que les grades au karaté sont beaucoup plus sérieux qu'il est normal de faire en sorte que l'esprit qu'on prend pour donner les grades, cet esprit soit respecté. D'accord. Le karaté, finalement, c'est ça, c'est une question d'esprit. D'accord. Et nous sommes au regret de constater qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui courent après les grades pour pavoiser. Moi, j'ai commencé le karaté en 62 et c'est jusqu'en 71 que j'ai passé mon premier dan. D'accord. Il faut prendre le temps de se former, il faut prendre le temps de connaître, oui. Le temps d'être bien posé moralement. D'accord. Avant de vous laisser, hein, Maître, on veut bien vous garder pendant longtemps, comme on a un conducteur à conduire. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez des projets pour le karaté en Côte d'Ivoire, pour les arts martiaux, hein, on va dire, en Côte d'Ivoire ici, en ce moment? Le projet que nous avons, c'est réorganiser complètement le karaté, de sorte qu'il y ait vraiment un sérieux dans les grades, surtout dans les grades. Surtout dans les grades.
Donc il faut vraiment qu'on réorganise, que la fédération s'y mette pour réorganiser ces passages de grade. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On va vous accompagner avec du karaté, évidemment, du jiu-jitsu, un stage pour arbitres et athlètes relatif au nouveau règlement international a été organisé samedi dernier au centre sportif Le Bambou de Koumassi. L'objectif était donc d'être en conformité avec les règles internationales. Véronique Conan, Samuel Metch. C'est par des échauffements et des révisions de techniques de projection, d'étranglement, des luxations et des atémies qu'a débuté le stage. 24 compétiteurs étaient à ce grand rassemblement pour mieux s'imprégner des nouvelles règles en situation de combat. De nouveaux compartiments de Jiu-Jitsu tels que le Dio System, le Fighting System, le Nawaza et la mise en application ont été esquissés et appréciés par les athlètes. Au cours de ce stage, j'ai retenu qu'il y a eu de nouvelles règles auxquelles il faut s'adapter parce que dans le jiu-jitsu, le jiu-jitsu qui veut devenir olympien doit enlever tout ce qui est violent. Donc aujourd'hui, les nouvelles règles nous montrent que la violence est à diminuer et qu'il faut frapper avec souplesse et qu'il faut apprendre de nouveaux mouvements et de nouvelles tactiques pour pouvoir être champion. Ce stage vient à point nommé parce que nos athlètes, bien qu'ils soient guéris, ne maîtrisent pas très souvent les règles. Et la Fédération ivoirienne de jiu-jitsu et de défense personnelle fait bien de nous réunir à chaque moment, parce que ce n'est pas le premier stage. Et à côté de ça, je fais confiance à mes poulains. Côté technique, cardio, ils sont vraiment au top. Mais une chose est claire, les règles changent au fur et à mesure. Et c'est à nous, la direction technique, de s'adapter. En prélude aux compétitions internationales, le championnat du monde et le championnat d'Afrique, les athlètes se disent satisfaits et confiants grâce aux nouveaux rudiments qu'ils ont appris. Ce stage, nous avons un sentiment de satisfaction. Nous sommes vraiment contents parce qu'il y a eu du monde. Les gens ont répondu massivement. Je pense que nous sommes déjà prêts, nous sommes outillés. Donc la sélection va être rude au prochain championnat. Je pense que ça va être une belle fête. Et c'est le sport ivoirien, c'est le jiu-jitsu qui gagne. En attendant ces deux compétitions phares de l'année, le jiu-jitsu s'est donné pour mission être une discipline olympique. Ils sont du Brésil, de la Russie et de l'Azerbaïdjan. Ils sont à Abidjan pour prendre part au gala international des arts martiaux mixtes qui se déroulera ce vendredi 30 mars 2018. Ils ont été présentés officiellement à la presse sportive au cours d'une conférence. Oda Legbe et Bonfils Bedi y étaient. Les arts martiaux mixtes, un ensemble de sports de combat qui associe la lutte, la boxe, le judo, le taekwondo et le muay thai. Arrivés à Abidjan le samedi 24 mars et au nombre de 10, les Brésiliens Ricardo Rochard, Flavio Pinar, Victor Moraes, Elias Alves da Silva, les Azerbaïdjanais Azadov Roufat, Anvar Amiri, Babayev et les Russes Mohammad Aliyev et Ismail Maradov ont été officiellement présentés au public. Dans l'octogone grillagé qui sert d'aire de jeu à cette discipline, les 10 combattants de la catégorie mi-moyen qui ont la particularité de n'avoir subi aucune défaite jusqu'à ce moment s'affronteront pour le plaisir des férus des sports de combat. Avec un objectif bien précis, enflammer la salle polyvalente du Palais des Sports. Lui c'est Ricardo, Elias Silva. Ils sont prêts pour nous donner un vrai show pour le 30 mars et ils nous promettent vraiment une chose spectaculaire. Ils aimeraient qu'il y ait beaucoup de monde. L'initiative est de l'Atemi Fighting qui a en charge la promotion des arts martiaux mixtes en Côte d'Ivoire. L'organisation de ce gala permettra à la Côte d'Ivoire d'effectuer son entrée dans la cour des grands. Nous avons créé une organisation pour pouvoir implanter ce sport-là sur nos terres. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu entrer en contact avec certaines personnes pour pouvoir mettre au niveau mondial. Parce qu'en Afrique, il y a déjà dans certains pays comme l'Afrique du Sud, le Ghana, l'Algérie, il y a déjà ce genre d'organisation, mais pas de manière mondiale. Et nous, on veut aller de l'avant tout en organisant des combats mondiaux. Les amoureux des sports de combat auront donc droit à 5 belles affiches le 30 mars au Palais des Sports.
Aimé Bria et Bakayoko Kapit sont avec nous. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Tout à l'heure, nous allons parler du match de la Côte d'Ivoire face à la Moldavie après la défaite face au Togo. Le match nul. Un match nul, pardon, face au Togo, qu'on a considéré comme une défaite ici en Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire a donc joué la Moldavie et bon, on va dire une victoire, 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ben, nous aurons les détails avec vous. Tout à l'heure, on parle international à présent, cycliste à travers les Flandres. Lampard déjoue les pronostics, 2 années de suite pour le jeune flamand. Yves, comme en 2017, il a encore enlevé le semi-classique flandrien à la satisfaction totale des supporters flamands. Salif Ouattara. Pour la 2e année consécutive, le Belge de l'écurie Quick Step, Yves Lampard, s'est imposé ce mercredi 28 mars sur la 73e édition du semi-classique flandrien à travers les Flandres. La course allant de Bergstraat à Waregem, longue de 180 km/100, a connu beaucoup d'animation et de rivalité entre Belges, Espagnols et Français. Après un succès important sur le Tour de Catalogne, Alejandro Valverde, cycliste le mieux coté du mois de mars, avait à cœur de remporter sa première course belge. Les choses vont se compliquer à 25 km de l'arrivée pour le puncher-rouleur espagnol, car à cet instant précis, 5 garçons se détachent du peloton, parmi lesquels le champion en titre du semi-classique, Yves Lampard. Sous la flamme rouge, Yves Lampard dépose ses concurrents directs. Il a accéléré en facteur pour remporter le semi-classique pour la 2e année consécutive. Le jeune flamand de 27 ans peut savourer ce titre avant le début du Tour des Flandres. Prévu dès le 1er avril, la 102e édition du Tour des Flandres sera très disputée. La Flandre a désormais un représentant sérieux à cette compétition historique de l'Union cycliste internationale en la personne de Yves Lampard qui a bien répété les gammes sur ce semi-classique à travers les Flandres. S'investit chaque jour pour permettre à chacun de communiquer, où qu'il soit. Communiquer, mais aussi découvrir le monde. Et parce que le progrès ne s'arrête jamais, nous déployons le meilleur de la technologie dans tout le pays. Move Côte d'Ivoire, la performance de notre réseau vous ouvre le monde. Move, no limit. Puissant et stylé. Des soins qui vous ressemblent. Dream. Plus que 4 jours pour te faire identifier ou réidentifier. Sinon, tu vas perdre ton numéro. Cours vite en agence ou dans le point agréé MTN le plus proche et bénéficie du bonus identification. Dernier point de l'actualité internationale, on parle de la Coupe du Monde qui pointe à l'horizon. En Europe, les équipes qualifiées se préparent sérieusement. Il y a eu des matchs amicaux le week-end dernier. Salif Ouattara nous fait le résumé de quelques rencontres. Au stade Roi-Baudouin, la Belgique recevait l'Arabie Saoudite. Un match amical largement dominé par les Diables Rouges. Doublé de Romelu Lukaku en première période, Michy Batshuayi et Kevin De Bruyne viennent compléter le tableau des buteurs belges en seconde période. Eden Hazard, pas buteur sur le coup, a joué un rôle déterminant dans la rencontre. Score final 4-0. Au Wembley Stadium, le choc entre Anglais et Italiens a tenu toutes ses promesses. Poussé par un public majoritairement anglais, Jamie Vardy a juste son pied à la 25e minute. En seconde période, à 3 minutes de la fin du match, la squadra Azzurra réussit à sauver l'honneur. Les Italiens doivent surtout cette égalisation à l'arbitrage vidéo. C'est après un long moment de visionnage que l'arbitre a finalement accordé le penalty, bien transformé par l'attaquant du SC Napoli, Lorenzo Insigne. Score final 1-1. À l'Estadio Metropolitano,
l'Espagne a infligé une claque à l'Argentine. En l'absence de Lionel Messi, l'Albiceleste a tremblé et chuté lourdement face à la Roya. Diego Costa à la 12e minute, Isco au 27e, 52e et 74e minute, Thiago Alcantara à la 55e minute, Iago Aspas à la 73e minute. Se sont offerts un véritable festival de buts. 6 buts à 1 pour l'Espagne. Otamendi Nicolas est le seul Argentin à avoir inscrit un but à la 39e minute lors de ce match amical. À l'Olympia Stadium de Berlin, la Nationalmannschaft recevait la Seleção. Les protégés de Joachim Löw ont encaissé un but à la 37e minute signé Gabriel Jesus. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du match. Mauvais pas du champion du monde en titre qui sera dans les prochains jours face à l'Autriche. Au stade de Saint-Pétersbourg, la Russie recevait la France. Un match dominé par les Bleus. 40e minute, Kylian Mbappé s'imposait d'une balle frappée à ras de terre avant un somptueux coup franc de Paul Pogba à la 49e minute. En seconde période, les Russes revenaient au score à la 68e minute grâce à l'attaquant du FC Krasnodar, Mikhailovic Smolov. À la 83e, Kylian Mbappé faisait perdre tout espoir d'égalisation aux Russes sur un coup de génie bien réussi. Score final 3-1 pour les Bleus de Didier Deschamps. Côte d'Ivoire-Moldavie, les éléphants de Côte d'Ivoire ont retrouvé un petit sourire du côté de Beauvais en France. Face à la Moldavie, les poulains de Camara Ibrahim ont pu s'imposer 2-1, de magnifiques buts et puis égalisation. On parlera tout à l'heure. Pour l'instant, voyons le résumé de cette rencontre. Mardi, face à la Moldavie au stade Pierre Brisson de Beauvais en France, la Côte d'Ivoire entame bien le match. Bien disposé et porté vers l'avant, le bloc offensif s'offre plusieurs occasions d'ouvrir la marque. Pépé Nicolas, le héros du match contre le Togo, déroule sur son côté droit et adresse un bon centre qui sème la panique dans la défense moldave. La mésentente entre Alexei Kozlev, le portier moldave, et sa défense profite à Assalé Roger à l'affût qui ouvre la marque à la 20e minute, 1-0. Plus concentrés et très appliqués, les poulains de Camara Ibrahim ont bien tenu les duels et fermé les couloirs, empêchant les Moldaves de prendre de la vitesse malgré leur volonté de vite rétablir la parité au score. À quelques minutes de la pause, Nicolas Pépé, encore lui, lance une accélération depuis le dos de la défense sur le côté gauche et d'une intelligence dévance la sortie de Kozlev pour inscrire le deuxième but ivoirien sur ce super lob. Au retour des vestiaires, les éléphants présentent la même discipline dans le jeu, mais relâchent peu après et retombent dans le jeu facile avec des passes approximatives. Sur ce corner, à la 58e minute, le collectif moldave reprend vie grâce à cette belle tête d'Arthur Lonita, l'attaquant de Cagliari en Italie, qui surprend Bowo Sylvain. 2-1. Le score en reste là et permet à la Côte d'Ivoire d'enregistrer sa première victoire de l'année. Bon pour le moral, même s'il y a encore du travail à faire. Voilà, Bowo Sylvain, voilà. Bon, on va rentrer tout à l'heure dans les détails. Pour l'instant, de manière générale, cette deuxième rencontre amicale des éléphants, vous l'avez trouvée comment? Eh bien, un léger mieux, je dirais un léger frémissement. Et puis la victoire au bout, c'est bon pour le moral, mais la conviction est qu'il y a beaucoup de travail à accomplir. Oui. Il faut repartir de loin pour construire une véritable équipe de Côte d'Ivoire. Le test face au Togo paraît plus probant que celui face à la Moldavie. On a vu un peu les mêmes lacunes, mais il y avait au bout la victoire. Et puis, il y a le fait que Ibrahim Camara a tenté autre chose. Il a changé un joueur dans chaque ligne. Ça ne s'est pas ressenti dans la manière de jouer des éléphants, mais il y a quand même un brin d'espoir. Oui, on a vu un match avec un léger mieux, mais c'était ça l'objectif, faire en sorte au moins d'avoir la première victoire de l'année. Parce que quand on est en train de reconstruire, on ne commence pas par ceux qui vous écrasent, on commence par ceux que vous pouvez battre de façon à construire petit à petit la confiance au sein du groupe. C'est une équipe qui a encore toutes les tares qui nous valent le rang que nous avons en ce moment. Elle n'est pas constante dans l'effort sur tout le match. Elle n'est pas encore solidaire aussi bien à l'offensive qu'à la défensive.
C'est une équipe où les joueurs, on a l'impression que la victoire et la défaite ont la même valeur parce qu'ils jouent au même rythme, qu'ils soient menés ou qu'ils mènent. Donc, en fait, tout est à faire. Mais c'était bien quand même pour le moral des troupes, pour l'ensemble des Ivoiriens, qu'on ait une victoire, quel que soit l'adversaire, pour que 2018 absolument, inscrive dans ces annales qu'on a gagné au moins un match. Et surtout pour calmer un peu les Ivoiriens. Dès la première minute déjà, c'est l'équipe de Moldavie qui s'est signalée. Hein. Oui, effectivement, les Moldaves sur le coup d'envoi pratiquement, on les voit ici, voilà, sur ce côté gauche, le numéro 18 frappe au ras du sol, Beau se détend hein, et détourne légèrement ce ballon. Alors vous allez remarquer qu'il y a de faux rebonds, hein. La pelouse n'était pas dans un très bon état, mais c'était valable pour les deux équipes. Alors c'est Ribot qui a réussi à mettre en danger la défense ivoirienne et à solliciter Beau, qui a eu vraiment, comme seule intervention, celle que nous avons vue. Mais à partir de là, tout de même, nous avons vu les Ivoiriens qui sont revenus, qui ont pris le match en main. Et malgré le fait que ces Ivoiriens manquent singulièrement d'un meneur de jeu. Alors, il faut savoir que, eh bien, Ibrahim Bakayoko a tenu compte de cela. Il a quelque peu redistribué les rôles au milieu de terrain. Qu'est-ce que c'est, voilà, Ibrahim Kamara. Ah oui, c'est vrai, Ibrahim Kamara. Ibrahim Kamara, qu'est-ce que j'avais dit? Bakayoko. Bakayoko, parce qu'à cause de Capi. Voilà, et là, nous sommes dans une phase de jeu où les Ivoiriens poussent un peu. Ils arrivent assez facilement dans le camp des Moldaves et ils se montrent dangereux. On va le voir à plusieurs reprises, mais il va toujours manquer il va toujours manquer quelque chose hein, à cette équipe. Alors là, nous voyons Assalé, qui avait été titularisé, qui a perdu le ballon sur le front d'attaque et qui a eu le mérite de poursuivre pour essayer de récupérer ce ballon-là. Mais ce n'est pas son rôle, en fait. Ce qui ne se fait pas toujours avec les Ivoiriens lorsqu'ils perdent la balle. Hein. Oui, exactement. Oui. Et là, nous avons une percée de Seri Jean-Michel qui frappe et sa frappe est déviée. Alors, Seri Jean-Michel, cette fois-ci, je parlais de distribution de rôle, il a joué plus près des attaquants. Alors, il y avait 3 attaquants, Pépé, hein, qui a été brillant, et dans l'axe Assalé, et puis sur le côté gauche, Max Alain Gradel, qui a souvent permuté, mais qui a été, il faut le dire, moins brillant qu'auparavant. Alors ici, nous voyons un ballon qui est remonté depuis la défense ivoirienne. Alors c'est peut-être l'une des rares phases de jeu où tout le monde va jouer. Regardez, on joue à passe courte et puis on crée le danger, le décalage. On joue à une touche de balle et malheureusement l'action ne finit pas positivement. Mais voyez-vous, c'est véritablement le jeu à l'ivoirienne. Alors malheureusement, on ne l'a vu qu'une seule fois dans tout le match parce que si on revient sur l'action, vous allez voir, ce ballon est parti d'une récupération de la défense et puis on a passé le premier cran, milieu de terrain. Ensuite, le côté gauche, Traoré qui était rentré à la place de Bakayoko. Alors ça, c'est l'action c'est une autre action en Moldave. Là, nous sommes à la 19e minute. Voilà, à la 19e minute, voilà, où les Moldaves créent le danger, mais les Ivoiriens repoussent. Là, on se rend compte de cette action qu'on fait les mêmes erreurs. C'est-à-dire que sur le replacement, les Ivoiriens sont plus nombreux, mais cela n'empêche pas les quelques 2 ou 3 Moldaves qui sont là d'avoir accès au ballon. C'est vrai que derrière, on a le but, mais on se rend compte qu'il y a un immobilisme. On va revoir, hein, si la régie permet, l'action dangereuse des Moldaves. Oui, mais c'était en contre-attaque. C'est en contre-attaque, absolument. Voilà. Sinon, les Moldaves sont montés dangereux. Et puis, dans la même phase de jeu, on n'a pas eu de montage. Eh bien, les Ivoiriens se sont projetés vers l'avant par Pépé Nicolas, hein, qui a manifesté un sens du but plutôt intéressant. Alors là, il se congratule. Voilà, regardez cette montée des Moldaves. C'est l'action moldave. Voilà, exactement. Et ils vont l'amener jusqu'au bout. Et aussi... de côté, le déplacement ne se fait pas. Vous voyez, les Ivoiriens ils reviennent, mais ils viennent au petit trou, ils ne vont pas vers le ballon, ils ne vont pas vers le porteur du ballon, ni vers les joueurs qui se démarquent. Regardez, ils sont plus nombreux, mais le ballon va directement vers Moldave. Il n'y a personne qui essaie de couper la trajectoire, il n'y a personne qui essaie d'empêcher le Moldave de jouer. C'est vrai que sur la contre-attaque, ça va très vite, ça se joue bien. Et surtout, Pépé place le ballon entre le gardien et son joueur qui est en train de revenir. On l'a toujours dit, un joueur qui revient vers son camp est un danger pour son équipe parce qu'il est tourné vers son but et n'importe quel contact avec le ballon peut tromper son gardien. C'est ce qui est arrivé ici. Et Assalé a tenu à écrire son nom sur les tablettes. Mais il a toujours raison parce que cette balle, elle tournait. Elle tournait dans le bon sens. Elle tournait, c'est vrai, mais c'était un CST. Moi, je préfère. Moi, j'aurais été à sa place que j'aurais fait la même chose. Là, on est au deuxième vu, exactement. Non, il a bien fait. On est au deuxième vu. Alors, on va le voir.
d'Ivoire, hein, là encore, alors tout à l'heure, c'était sur une passe de série Jean-Michel Kassalé a réussi à occasionner le but. Et bien là encore, ça va être sur une passe du numéro 6 ivoirien, série Jean-Michel, qui va, regardez, voilà, qui va parfaitement lancer Pépé qui prend de vitesse le numéro 4 moldave et puis qui réussit un lob millimétré pour mettre le ballon au fond des filets. C'était vraiment bien joué. Et on revient sur ce repositionnement de série Jean-Michel. Il a joué hier en numéro 10. C'était parfait. C'est le deuxième but de la Côte d'Ivoire à la 43e minute. 43e minute de jeu, exactement. On voit la récupération dans la zone de construction, c'est-à-dire au niveau de la médiane. On voit donc clairement une action très rapide avec en une touche la passe de Série Michael. C'est-à-dire, beaucoup de personnes demandent à Série Michael d'être un meneur de jeu. Ce n'est pas son tempérament. Son tempérament, lui, c'est celui qui doit être capable de donner du mouvement au jeu grâce au mouvement des autres. C'est-à-dire que Série n'a pas pour vocation à prendre, à faire des différences, à percuter. Non, son rôle, c'est apporter un appui, remiser, apporter un appui, remiser, faire la dernière passe très précise, regardez, sur une touche, voilà, pied gauche, c'est parti. Et c'est ça sa qualité essentielle. Malheureusement, comme autour de lui, très souvent dans cette équipe, il n'y a pas une grande mobilité, donc ça ne lui permet pas de bien faire ce travail. En club, il arrive à le faire facilement parce qu'il est avec des partenaires qui travaillent autour de lui sur ce schéma, alors qu'en équipe nationale, comme il ne se retrouve que quelques rares fois, il est difficile de mettre en place ce type d'automatisme. Donc parfois, on s'en prend à ce garçon, mais il faut savoir qu'il a une façon de jouer, il faut simplement travailler autour de cette façon de jouer, mettre en place des combinaisons autour de lui, au lieu de lui demander de créer quelque chose venu de nulle part. Voilà. Et là, c'est l'égalisation. La réduction du score. La réduction du score, deuxième mi-temps. Sur l'action, on a vu un dégagement en corner. Et puis sur le corner, eh bien, le ballon qui a été parfaitement tiré a été dévié de la tête au premier poteau par Rodchuk. Vous allez voir le numéro 11. Voilà, déviation. Là, c'est le corner qu'ils obtiennent sur ce dégagement de Wilfried Canon. Et puis de Délis Simon qui a pris la place de Wilfried Canon. Et regardez, au premier poteau, déviation de la tête du numéro 11 et puis un but où on voit l'absence de l'axe central. Mais bien sûr, et Beau Sylvain qui est sans réaction. On a toujours cette impression qu'ils sont tous surpris par la trajectoire du ballon. Alors que le ballon parcourt près de 40 mètres, donc on a le temps de le voir venir, on a le temps de sentir vers où il va, donc on peut anticiper. Maintenant, tout le monde est surpris comme si on venait de... C'est-à-dire ils sont dans le noir et puis on allume et le ballon est là. Le ballon est là. Alors que le ballon est venu, il y a une construction de bulles. Voilà. Et on a eu peur un moment que le scénario du match face au Togo ne se reproduise. On a mené 2-0 et puis les Togolais sont revenus à la marque. Parce que c'était deux buts inscrits rapidement, surtout face au Togo, et après, deux buts qui sont remontés par les Togolais. Et puis à la 60e minute, il y a eu quand même une belle action. Alors Pépé, là, il va sortir. Goïbi Syriac va rentrer. Je crois que le peu de temps qu'il va... Voilà, Goïbi Syriac va rentrer. Et là, eh bien, il va tout de suite se mettre dans le bain, l'attaquant de Sivasspor de la Ligue 1 turque. Il n'aura pas beaucoup d'occasions, il faut bien le dire, parce que tout simplement, le grand pourvoyeur de ballons d'attaque, c'était Série Jean-Michel. Il avait quelque peu baissé dans sa ligne de jeu. D'ailleurs, il va sortir au bout de l'heure de jeu, mais il aura été très bon. Alors là, nous voyons Sérédier. Il prend le ballon dans son camp, il avance, mais Sérédier n'est pas un meneur de jeu. Regardez, la dernière passe n'a pas été bien effectuée. Alors, il faudra revoir le rôle de Sérédier. Hier, il a joué pratiquement au niveau de sa défense. C'est-à-dire qu'il est le premier relanceur, mais quand tu relances et que tu es au niveau de ta défense, tu relances 20 mètres, 10 mètres, 20 mètres, mais ça ne fait pas tellement avancer le jeu. Et si tu fais un long ballon, mais c'est une explication simple. Cette équipe n'a pas encore un schéma de jeu. C'est une équipe où chacun joue sur ses acquis. Moi, je pense que le seul objectif de ce match, c'était, OK, on joue contre une équipe qui est à notre portée, on a des joueurs qui ont un potentiel individuel suffisant pour qu'on puisse gagner, et puis on se repositionne moralement. On va voir l'action dont vous parlez là. Ils n'ont pas de schéma, donc chacun joue un peu comme il sent. Voilà. Et donc, du coup, ça donne des actions individuelles, parfois isolées, parfois sans appui avec les autres. Là, cette course de Sérédier, on se rend compte qu'il ne joue pas avec les autres. Il va comme il peut, arrive en bout de piste, il n'a plus la sérénité pour faire le bon geste, et voilà. Et donc, on perd le ballon. Ensuite, regardez le repositionnement. Il va passer entre les trois. Et regardez tous les autres qui se reposent. Ils vont être plus nombreux que le Moldave, mais comme curieusement, le Moldave va pouvoir toucher au ballon. C'est ça qui est le plus difficile. Et se faire faucher. Et là, il y a un pénalty ou pas? Il y aurait eu il y a un pénalty, parce que le numéro 17 a été carrément fauché par Délis Simon, puisqu'il était en avance. Regarde, on le voit nettement ici, il a le ballon, mais c'est... Non, il y a un pénalty, absolument. Il y a un pénalty, la Côte d'Ivoire aurait pu
enfin, s'il avait été transformé, ce penalty, s'il avait été sifflé plus transformé, on aurait eu un autre 2-2. Est-ce que dans cette défense, on a vu un peu Eric Bailly qui nous a éblouis en 2015 et depuis, c'est un peu difficile de le revoir. Bailly a fait un bon match, sobre comme souvent, mais il a vraiment mis le pied au bon moment, il s'est fait respecter. Je pense qu'on verra une bonne défense de Bailly justement au moment où les Moldaves commençaient à appuyer sur l'accélérateur parce qu'ils s'apercevaient qu'ils avaient la possibilité de revenir à deux buts partout. Oui. Et la fin de match leur a été favorable, hein, il faut bien le dire. Là, on revoit leur action où ils auraient mérité de prendre un penalty. Mais après cette phase de jeu, eh bien, ils se sont quand même procuré de bonnes occasions. Et nous allons certainement voir Bailly intervenir. Là c'est un tir qui est hors du cadre, mais Bailly va intervenir avec beaucoup d'à-propos. Il aura fait un bon match, Bailly. Hein. Maintenant, on ne peut pas en dire autant de Traoré. Traoré a joué sur le côté gauche en lieu et place de Konan Ghislain, qui avait été très bon. Traoré n'a peut-être pas donné satisfaction. Et puis, Dély Simon a remplacé Wilfried Canon, bon, sans apporter un plus, hein, il faut bien le dire. Le poste de stopper, je ne dis pas qu'il est vacant, mais il n'est pas bien pourvu. Peut-être qu'avec le retour de Guamin, tout ça va aller un peu mieux. Mais les Moldaves, en fin de match, se sont procurés quand même des occasions. Alors, bon match de Bailly. Bon, on ne peut pas juger la performance de Boho. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais en milieu de terrain, il y a une redistribution des cartes qui peut être intéressante. On met carrément en 6 défensif Sérédier et on met en numéro 10 Seri Jean-Michel, qui est auteur de 2 passes décisives, une passe décisive et une demi-passe décisive, il faut le dire, et sans compter la passe décisive du premier match face au Togo. Bon, on peut dire qu'il commence peut-être à prendre conscience de ce que techniquement, c'est lui qui peut endosser le rôle de meneur dans cette équipe. Mais de par son jeu et de par son caractère, il ne peut pas le faire. Résultat, l'équipe manque d'un véritable meneur de jeu. Oui, mais il y a surtout que dans le schéma, comme on voit cette équipe jouer, on a une tendance à jouer dans un 4-3-3. Mais le 4-3-3 ne peut pas le jouer si on ne joue pas souvent ensemble. Parce qu'il demande beaucoup de travail au milieu. Vous n'êtes que 3. Et si vous n'êtes pas aidé par le repositionnement des deux attaquants qui sont sur le côté, et bien on peut être submergé par une équipe qui joue simplement en 4-4-2 ou bien qui joue en 4-5-1. Donc, quand on regarde bien cette équipe, je l'ai dit, pour moi, ce match, le véritable enjeu, ce n'était pas de regarder les mécanismes techniques sur le terrain. Le seul enjeu, c'était, on a eu des matchs, on a remis le groupe après l'élimination, on se remet, on se fait une première victoire avec une équipe qui a notre portée, rien que sur nos talents individuels. Et puis après, on a le temps de construire. Surtout que Camara, il n'est pas l'entraîneur titulaire. Donc le travail qui commence maintenant, il n'y a rien qui dit que c'est un travail qui va être suivi. Si on choisit notre entraîneur, il viendra avec un autre schéma, une autre façon de travailler. Il viendra peut-être avec une autre sélection. Avancé, hein, exactement. Le plus important, c'est que entre la défaite en Coupe du Monde et les prochains matchs de la CAN, de l'éliminatoire de la CAN 2019, il est important que l'équipe ne reste pas à ne rien faire. Il faut bien que l'équipe se regroupe souvent. Donc, c'est 2 matchs à rendre dans cette logique. Et on choisit des adversaires à notre portée pour sortir de l'image de la défaite. Il y a eu d'autres matchs amicaux. Hein. Il nous reste 2 minutes avant de conclure. Il y a eu d'autres matchs amicaux. La Tunisie a battu le Costa Rica 1-0. Le Sénégal et la Bosnie-Herzégovine se sont séparés sur le score de 0-0. Le Maroc 2 face à l'Ouzbékistan 2-0. Le Nigeria est tombé face à la Serbie 0-2. Et puis l'Égypte également est tombée face à la Grèce 0-1. Ce sont donc les autres matchs qui se sont déroulés au cours de ces dates FIFA, on va dire. Absolument, voilà. On va vous donner le thème de demain. Vous savez que Journal des Sports, il y a... le débat du jeudi. Absolument. Est-ce qu'on a le temps de prendre les réactions? Non, je pense pas. Oui, ok, donc on y va. C'est un bilan positif. Compte tenu de la première rencontre, on a bien géré le match pour le premier, c'est-à-dire contre le Togo. C'est juste qu'en deuxième mi-temps, on s'est relâché et on a eu un coup dur sur l'égalisation. Maintenant, on a eu un bon moral, un bon mental pour affronter la Moldavie. Et voilà, on a eu un bon résultat. Bon, on a eu une équipe en reconstruction, on a des jeunes. Je pense qu'avec le temps et un beau travail au niveau de toute l'équipe nationale, je pense que ça ira. Vu l'état d'esprit qu'on a montré sur l'ensemble des 2 matchs,
On a eu beaucoup de regrets lors du premier match parce que voilà, on menait 2-0, on s'est fait reprendre. Et on savait qu'aujourd'hui ça allait être difficile, mais le plus important c'était de ne pas répéter les mêmes erreurs. On a été concentrés du début à la fin, même si à un moment donné ils étaient plus sur nous. On a su gérer ces moments-là et préserver l'avantage qu'on avait pour faire un bon résultat. C'est difficile pour une nation comme la Côte d'Ivoire d'être éliminée pour une phase finale de Coupe du Monde. Mais comme je le dis, c'est pas facile aussi. Et on part de très très loin. Il faut rebâtir, il faut reconstruire. C'est jamais facile. Donc voilà, on a besoin de beaucoup de soutien, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière nous, qui sont vraiment découragées. Mais le plus important, c'est de se relever, de se retrousser les manches et de partir encore. Et c'est dans ce moment-là qu'on arrive à construire un très bon état d'esprit dans un groupe. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On espère que voilà, ça va porter les fruits et ça va aller par la grâce de Dieu. Éléphants de Côte d'Ivoire, bilan des 2 matchs amicaux. Qu'est-ce qui a changé chez les éléphants? Quelle équipe pour les éliminatoires de la CAN 2019? Quel coach sur le banc de touche? Kamara Ibrahim, un intérim qui dure. Choalio Diomandé, Magloire Diop, Dago Charles seront avec nous demain pour le débat du JDS. Merci messieurs, merci tout le monde. Merci à vous également d'être restés. À demain.